Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo où je racontais des histoires, mais pas des histoires d'horreur ou de mystère, des histoires concernant des relations humaines. Et j'ai beaucoup aimé partager les histoires, c'était des histoires de vengeance assez extrêmes. Certains d'entre vous ont beaucoup aimé le concept. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le faire aussi. Donc ce que je voulais proposer là, c'est revenir un peu sur ce genre d'histoire, mais cette fois-ci, des histoires quand même différentes. Dans cette vidéo, on ne parlera pas de vengeance. On va avoir des personnes qui vont raconter des situations de conflit et elles demandent à chaque fois si dans ces situations, finalement, c'était elles les fautifs ou les fautifs. On nous demande clairement de juger une situation. C'est marrant de temps en temps, bien sûr on le fera avec une extrême bienveillance. Vous allez voir, il y a plein de types de situations et c'est possiblement des histoires dans lesquelles vous pourrez vous reconnaître, peut-être des histoires que vous aurez vous-même vécues et on a toujours déjà eu un ami, quelqu'un de la famille qui a dit il s'est passé ça et j'ai fait ça et nous on se dit moi j'aurais pas fait les choses pareilles. C'est typiquement ce genre d'histoire qu'on va voir ici. Je ne suis pas spoilé sur les histoires, je ne saurais pas vous dire précisément ce qu'on va voir, j'ai juste fait une traduction. Comme ça, on pourra réagir ensemble directement en découvrant les choses. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un j'aime. Aussi vous abonner à la chaîne, retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous affiche quelque part sur l'écran. Et si vous voulez, envoyez-moi aussi votre histoire, un peu comme celle-ci où il y a eu une situation de conflit que vous avez traversée. Si vous voulez l'avis de la communauté, ça ne veut pas dire que c'est le bon avis, mais si vous vous posez des questions, je pense que ça peut être cool un peu de réagir à ça ensemble. Je crois que j'ai tout dit pour l'introduction, je vais lire les histoires, on réagira après. Installez-vous bien et c'est parti pour l'heure du jugement. Alors la première histoire s'appelle sobrement la porte verrouillée. Mon beau-frère, Henri, a perdu sa maison peu après son divorce il y a 10 mois. Difficile. Il est venu s'installer chez nous et il y a quelques mois, ses filles jumelles, Marie et Sylvie, 18 ans, l'ont rejoint. De notre côté, ma femme et moi avons une fille, Lana, 16 ans. Elle n'est pas particulièrement proche de ses cousines, mais tout se passe normalement entre elles. En revanche, Marie et Sylvie n'ont aucun respect pour l'intimité de Lana. Aucun. Elles entraient librement dans sa chambre et prenaient tout ce qui leur tombait sous la main. Maquillage, accessoires de téléphone, vêtements, ordinateur scolaire. Lana s'en est plainte à plusieurs reprises. J'ai demandé aux filles d'arrêter et de respecter son espace, mais ni ma femme ni Henri n'y voyaient de problème. Selon eux, c'était simplement un comportement normal entre adolescentes. Je n'étais absolument pas d'accord. Le point de rupture, c'est lorsque Lana s'est acheté un kit de maquillage MAC à 60 $, un coffret qui ressemble à une palette de peinture pour lequel elle avait économisé pendant plus d'un mois. Sylvie l'a pris sans autorisation et l'a complètement ruiné en mélangeant toutes les teintes ensemble pendant qu'elle s'en servait. Je ne m'y connais pas en maquillage, mais c'est ce que Lana m'a expliqué en larmes lorsqu'elle a retrouvé la palette abîmée sous son lit. J'en ai parlé à ma femme, elle a répondu qu'elle demanderait simplement à Sylvie de s'excuser. Mais moi, j'ai découvert que Lana avait commencé à sortir ses affaires les plus précieuses de la maison, de peur qu'elles disparaissent ou soient abîmées à nouveau. Alors, j'ai acheté un verrou pour sa porte. Quand Henri et ses filles ont vu le verrou, ils ont très mal réagi. Les jumelles étaient particulièrement bouleversées. Henri m'a confronté directement. Il m'a dit « Mes filles ne sont pas des voleuses. C'est normal que des filles du même âge se prêtent leurs affaires. » Il a ajouté que Lana pourrait très bien racheter un kit de maquillage à 15 $ chez Walmart et qu'elle n'aurait de toute façon jamais dû acheter du maquillage aussi cher qu'il considérait comme du maquillage d'adulte. Il est même allé jusqu'à suggérer que ma femme devait corriger ce défaut de personnalité chez Lana, son obsession de vouloir paraître plus âgée qu'elle ne l'est. Il m'a accusé d'être trop protecteur, de la materner excessivement et d'encourager ce comportement. Je lui ai répondu que c'était une affaire entre ma femme et moi, mais ma femme, de son côté, m'a reproché d'avoir installé un verrou sous les yeux des cousines, les empêchant, selon elle, de passer du temps avec Lana. Elle m'a dit que je devais les traiter comme mes propres filles, puis elle m'a exigé que je retire le verrou, ce que j'ai refusé. Je lui ai dit clairement que ce verrou resterait en place tant que son frère et ses filles vivraient sous notre toit. Elle s'est emportée, m'accusant de vouloir les mettre à la porte et disant que toute sa famille me détesterait pour ça. Je lui ai alors rappelé une chose, si Henri et ses filles vivaient chez nous, c'était uniquement parce que sa propre famille avait refusé de les accueillir. Ni les parents, ni aucun autre proche n'avait voulu les prendre. Je lui ai dit que si quelqu'un devait être blâmé, ce n'était pas moi, mais eux. Sans leur refus, notre foyer n'aurait jamais été plongé dans un tel chaos. Depuis, tout le monde nous fait la tête. Lana et moi subissons un silence glacial et ma femme est profondément bouleversée par la situation. Alors je vous le demande, suis-je le fautif dans cette histoire ? Je pense honnêtement que là vous allez avoir le même avis que moi. Je trouve que la personne qui raconte son histoire n'est absolument pas fautive dans l'histoire, elle a plutôt eu raison. Après, certes c'est un peu quelque chose d'extrême qui a été fait, mettre un verrou et tout, mais il semblerait qu'il n'y ait pas eu forcément d'écoute quand Lana s'est plainte. Et ce que je trouve d'ailleurs assez surprenant, c'est que la mère de Lana elle-même ne semblait pas réagir à la situation de la palette qui a été abîmée.
Parce que j'ai l'impression que tout part de là en fait. Donc clairement ici, il y a un manque d'éducation de la part des deux jumelles. Il y a aussi un manque de considération de la part du beau-frère qui est hébergé. Généralement, je pense que là vous serez d'accord avec moi, quand on est hébergé chez quelqu'un, on se soumet aux règles de la personne chez qui on est logé. C'est quelque chose de logique. Sa maison, ses règles. Donc je pense que les habitants temporaires ici auraient dû faire profil bas, s'excuser. D'autant plus que de ce qu'on dit dans l'histoire, la fille du narrateur n'a pas des liens très proches avec ses cousines. Si elles avaient été vraiment extrêmement proches, on pourrait comprendre ce jeu de je t'emprunte des trucs, etc. sans te demander. Là, c'est pas le cas. Donc pourquoi le faire? Je pense qu'il y a ici un peu une sorte d'abus. Je trouve que c'est une sorte de vol. Alors le terme est extrême, mais je trouve qu'il y a un peu ce mood-là de je prends des trucs en plus que tu viens d'acheter. Pour une jeune fille, je suppose que 60 $ c'est quelque chose d'assez conséquent, surtout qu'elle a économisé pendant des mois selon ce qu'on dit, et ruiner son achat en une utilisation. Et en plus, le père qui dit qu'elle aurait jamais dû acheter, ça c'est exécrable. Je pense que la bonne réaction à avoir, ça aurait été que le père rachète la fameuse palette de maquillage qui a été détruite par ses filles, et là le problème aurait pu être réglé méga rapidement. Dites-moi vous ce que vous auriez fait si c'était à votre enfant que ça arrivait. Je pense que moi j'aurais imposé au beau-frère de racheter, ou alors moi j'aurais racheté la palette et derrière j'aurais posé un ultimatum du style soit vous respectez les affaires de ma fille, soit vous partez de chez moi. Et si j'entends encore une fois ce genre de situation, en tout cas que ça se reproduit et que c'est avéré, que c'est pas un mensonge, vous partez de chez moi quand même. Je pense honnêtement qu'avec ce genre de personnes, il faut être un peu radical. Nous sommes maintenant à une deuxième histoire qui s'appelle le cadeau. C'était mon anniversaire, il y a quelques mois. J'ai fait une petite fête. J'ai reçu quelques cadeaux et mon amie Mandy m'a offert un bikini super mignon. Je l'ai trouvé adorable, je l'ai remercié. Les étiquettes avaient été arrachées, mais bon, je n'y ai pas prêté attention. Quelques jours plus tard, je vais à la piscine municipale avec ma colocataire, je mets le bikini, j'entre dans l'eau, et là, immédiatement, ma coloc me lance meuf. Je baisse les yeux et je vois que le bikini est devenu légèrement transparent. Haha, très drôle Mandy. Plus tard, Mandy m'invite chez elle pour traîner avec son copain et quelques amis. Petit à petit, tout le monde s'en va. On reste tous les trois. À un moment, je propose d'aller dans leur jacuzzi. Ils vont se changer avant moi et quand je les rejoins, Mandy est partie chercher des boissons. Je me retrouve seul dans le jacuzzi avec son copain et dès que j'entre, je le vois fixer ma poitrine. Je fais semblant de ne rien remarquer et j'engage la conversation normalement. Mandy revient quelques minutes plus tard, elle me regarde, choquée. Elle finit par rentrer à son tour et elle dit c'est celui que je t'ai offert ?» Je souris. Oui, je l'adore, je le mets partout. J'invente même que je l'ai porté à la plage, à une soirée remplie de mecs, etc. Elle se contente de répondre un vague oh. Un oh qui sent très fort, on dirait là. On reste dans le jacuzzi peut-être une vingtaine, trentaine de minutes. Puis on sort et on va se changer. Après ça, Mandy vient me voir un peu mal à l'aise et elle dit « Désolé, je pensais que tu t'en rendrais compte mais il est un peu transparent. » Je lui réponds que oui, je le savais. Alors elle s'énerve « Pourquoi t'as mis un maillot transparent? C'est une blague. Attends, tu savais, donc tu viens de passer 30 minutes à exhiber ta poitrine devant mon copain exprès. » Je la regarde et je lui réponds simplement « Je portais juste le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert. » Karma Mandy. Bon, déjà, je pense qu'on peut se dire que si Mandy a offert ce cadeau-là à celle qui raconte son histoire, à la narratrice, sans lui dire avant que le maillot était transparent, c'est qu'elle lui voulait potentiellement pas que du bien. C'est mon avis, alors je vous cache pas qu'on m'a jamais vraiment offert de maillot transparent, je sais que ça peut vous surprendre, mais dites-moi vous du coup les femmes qui regardent la vidéo, là pour le coup c'est votre avis qui pourrait être très intéressant, c'est si on vous fait ce genre de cadeau, vous prenez ça plutôt pour un cadeau normal, ou une volonté de nuire peut-être, de mettre mal à l'aise. Je suis assez curieux sur ce genre de truc. Après, pour le truc, est-ce qu'elle a été fautive de faire ça, etc. Je pense que, je dirais fautive non, parce que effectivement elle porte un cadeau qu'elle lui a offert. Après, ce truc de le mettre ça devant le copain, ouais. Là en fait il y a deux trucs qui peuvent s'entremêler. D'un côté tu peux te dire je pense qu'effectivement tu fais potentiellement pas ça, mais d'un autre côté je me dis bah le copain enfin il est en couple avec Mandy, donc il cherche aussi à regarder la poitrine de la narratrice, il aurait pu la regarder dans les yeux directement, ne pas faire attention à la chose, et je me dis que ça soulève potentiellement un autre problème, c'est que Mandy a peut-être pas tant confiance en son copain pour avoir réagi comme ça. C'est le petit avis là, le petit avis final que j'ai sur le truc. Peut-être que son copain lui a déjà fait des petits coups, aller parler à d'autres filles ou draguer, ou avoir les yeux un peu baladeurs. Je pense qu'elle est pas très sereine si une autre fille se présente et joue de sa féminité, ce genre de choses. Et c'est peut-être plus ça qui l'a mise mal à l'aise que vraiment le fait que la narratrice porte le cadeau qu'on lui a offert. T'en penses quoi, Lucky? Bah tu dors. Notre troisième histoire s'intitule « Ce qu'elle a fait pendant mon absence ». Je vais essayer de faire court. J'avais une Chevrolet Impala
Impala, je sais pas. 4 portes de 1967 que j'ai acheté en février 2019. Il y a quelques mois, j'ai acheté ma première maison avec un garage pouvant contenir 2 voitures et demie. J'ai rentré l'Impala et j'ai commencé une restauration complète. La carrosserie était dans une travée, le châssis dans une autre et le reste du garage était rempli de pièces, du moteur au moindre composant. Il y a environ 2 mois, ma petite amie est venue vivre avec moi pendant cette période compliquée et elle détestait cette voiture dès le premier jour. Elle voulait se garer dans le garage, pourtant j'ai 2 hectares de terrain, plein d'endroits ombragés pour se garer et même une grange si elle voulait absolument être à l'abri. Je lui ai dit clairement que ce n'était pas négociable. C'était ma maison et je ne pouvais pas simplement remonter la voiture en 2 jours. Puis, je suis parti quelques jours en déplacement professionnel pour la petite entreprise locale où je travaille. Quand je suis rentré, ma copine était étrangement parfaite, souriante. Ça sent le traquenard. Elle me faisait à manger, elle faisait toutes les tâches ménagères, trop parfaite. D'abord, je me suis dit qu'elle était juste contente que je sois rentré, puis j'ai remarqué que sa voiture n'était plus à son emplacement habituel. Je lui ai demandé où elle s'était garée pour que je puisse tondre proprement autour. Elle m'a répondu de ne pas m'inquiéter, qu'elle s'était garée dans le garage. J'ai demandé comment, et elle m'a dit d'aller voir par moi-même. Et là, j'ai compris. Pendant mon absence, elle avait engagé des gens pour venir retirer tout ce qui concernait ma voiture. Le châssis, la carrosserie, le moteur, la transmission, toutes les pièces, et tout avait été emmené à la casse locale. J'étais sous le choc. J'avais investi plus de 11 000 $ dans cette voiture. Achats, pièces neuves, services, outils. Je lui ai dit que j'allais la traîner en justice, et elle m'a simplement rayonné comme si j'exagérais. Bon, déjà, je pense qu'il y a rupture. Ah oui, oui, il y a rupture. Je lui ai dit alors que c'était terminé entre nous et qu'elle devait faire ses valises et partir. J'étais furieux, mais j'ai aussi pris un avocat. J'ai toutes les factures et surtout, j'ai les images des caméras de sécurité de la maison. On la voit clairement ouvrir le garage, laisser entrer les hommes, les regarder démonter et emporter chaque pièce. Avec tout ça, je suis quasiment sûr de pouvoir gagner. Depuis, sa famille et ses amis marcellent de messages. Pour eux, ce n'est qu'un vieux tas de ferraille. Ils disent qu'elle ne pourra jamais rembourser une telle somme, que je devrais laisser tomber. Mais j'ai consacré 1 an et demi de ma vie, tout mon temps, toute mon énergie et tout mon argent à cette voiture. Et bon sang, je compte bien obtenir justice. Bon, là, il y aura des mises à jour, mais déjà, je pense que sur la situation de base, le gars a totalement raison. Il va à l'extrême, il va saisir la justice, mais quand on sait qu'il y a 11 000 $ qui ont été dépensés, ça se comprend. Et surtout que c'est pas un malentendu. Elle peut pas dire je ne savais pas. Il lui a toujours dit qu'il voulait garder la voiture. Donc, est-ce le fautif? Pas du tout. Est-ce qu'elle l'est? Oui. Alors, il y a une mise à jour. Merci à tous pour le soutien. Ça me fait beaucoup de bien de voir que certains comprennent ce que je ressens. Il y a environ 20 minutes, sa mère m'a appelé et elle m'a dit que j'étais en train de détruire la vie de sa fille à cause d'une stupide voiture. La mère n'a visiblement pas compris que ce n'était pas qu'une histoire de voiture et je lui ai répondu que sa fille avait détruit sa propre vie toute seule. Plutôt d'accord avec ça. J'ai rassemblé tous les documents nécessaires et je me suis rendu au commissariat pour déposer une plainte, comme beaucoup me l'ont conseillé. Nouvelle mise à jour, je suis allé au commissariat hier soir, on m'a demandé de revenir ce matin. J'y suis retourné et j'ai officiellement déposé plainte pour vol aggravé et vol de véhicule. J'ai montré les factures, le titre de propriété de la voiture à mon nom et les images de vidéosurveillance où on la voit superviser l'enlèvement. La police a dit qu'elle allait contacter les 3 parties, moi, mon ex et le personnel de la casse. Ils espèrent pouvoir récupérer tout ou une partie de la voiture. Pour l'instant, je dois juste attendre. Et enfin, grosse mise à jour. Mais pas que grosse mise à jour, bonne nouvelle. Les gars de la casse étaient apparemment en train de la dissimuler quand la police est arrivée. Elle était déjà sur un chariot élévateur, prête à être empilée sur un amas de voitures cachées derrière d'autres carcasses. Ils ont prétendu qu'elle leur appartenait et qu'ils avaient le titre, ce qui était évidemment faux. La police a comparé les numéros de série du châssis et de la carrosserie avec ceux figurant sur mon certificat, c'était bien la mienne. Au moins, une personne sur place a été arrêtée. Je pense qu'il s'agit d'un des hommes visibles sur les caméras. Ils m'ont aussi dit qu'ils allaient enquêter sur cette casse pour voir s'ils n'ont pas d'autres véhicules volés. Ils n'ont pas encore réussi à joindre mon ex, mais ils s'en occupent. Le plus important, ma voiture est retrouvée. J'avais pris énormément de photos pendant le démontage, ce qui me permet d'identifier précisément toutes mes pièces, donc j'espère pouvoir en récupérer la quasi-totalité. Pour l'instant, la police garde tout comme pièce à conviction. Je ne peux pas encore la ramener chez moi, mais ce n'est qu'une question de temps. Et bah tout est bien qui finit bien. Je suis assez surpris de voir qu'en fait il a réussi à qualifier le truc de vol de véhicule, ce qui est vrai en soi, parce que la fille n'en était pas propriétaire, c'est bien joué, et du coup je pense qu'avec cette qualification là, par rapport à la justice, elle risque de prendre extrêmement cher. Je pense qu'elle va lui donner beaucoup de dommages et intérêts, et étant donné toutes les preuves que notre ami a pu avoir, je pense qu'il est plutôt assuré de gagner son procès. Après peut-être qu'un accord sera fait derrière. Étant donné qu'il a retrouvé son véhicule, peut-être qu'elle lui devra moins que les fameux 11 000 $, mais je pense qu'elle lui devra quelque chose. Il a bien géré son histoire,
il n'a aucune responsabilité dans tout le truc, mis à part, mais ça on peut pas lui reprocher, être sorti avec une mauvaise personne. Mais ça après je pense que ça nous est tous arrivé. Et est-ce qu'on est responsable d'avoir eu un mauvais jugement? Non, parce que vous comme moi, ce qui s'est passé après les fameuses relations comme ça, on l'a forcément payé à un moment donné. Nouvelle histoire avec un titre plutôt intriguant. Le titre c'est Le jeu du tablier. Je suis lycéenne et je travaille le week-end dans un café. Les collègues avec qui je bosse ces jours-là sont James, le fils du patron, il est dans mon lycée. Officiellement, il est un peu chef d'équipe, mais rien de vraiment formel. Et surtout, c'est un gars super sympa. Daniel, une étudiante qui travaille parfois aussi les week-ends, et très souvent, on a des clients qui arrivent déjà énervés. Littéralement pour des broutilles. Ils les explosent pour rien. Je ne sais pas s'ils passent une mauvaise journée ou s'ils cherchent juste quelqu'un sur qui passer leur nerf, mais ça arrive souvent. Et franchement, à quel point ta vie doit être triste pour être un adulte et t'en prendre à des lycéens ou des étudiants qui bossent pour gagner 3 fois rien. Un jour, James et moi on plaisanté sur le fait qu'on pourrait peut-être s'amuser un peu avec eux et surtout pour les calmer. Les remettre à leur place, ça je peux comprendre. Et puis un jour, un client a piqué une colère monumentale parce que selon lui, le café n'était pas assez chaud. Alors que je lui avais littéralement servi tout juste sorti de la machine. Impossible de faire quoi que ce soit de plus. James arrive et demande calmement « Monsieur, il y a un problème ». Et le type se met à lui hurler dessus aussi. Alors James se tourne vers moi, d'un air très sérieux, et lance « Mâche, c'est inacceptable, tu es viré ». Je me mets à jouer la scène à fond. Je fais semblant d'être au bord des larmes. « Non, s'il vous plaît, ne me virez pas. Ma famille a besoin de cet argent, j'ai besoin de ce travail, s'il vous plaît ». Et lui, il continue son rôle de patron ultra sévère, me dit d'enlever mon tablier et de partir immédiatement. En vrai, c'est bien joué ça. Et là, le client commence à paniquer. Il fait machine arrière. Non, mais ce n'est pas si grave. Vous n'avez pas besoin de la virer pour ça, je ne voulais pas ça. Et James lui répond toujours très froidement. Non, nous sommes fiers de notre service irréprochable. Évidemment, après toute cette comédie, je n'ai jamais vraiment perdu mon travail. On jouait juste un rôle et on l'a refait plusieurs fois. À chaque fois qu'un client s'en prend à Daniel ou à moi, James entre dans le jeu et nous vire devant tout le monde. J'essaie de faire des guillemets mais j'ai pas réussi je crois. La personne qui hurlait finit par s'excuser en disant qu'elle ne voulait pas causer de problème. Et franchement, c'est assez satisfaisant, voir les gens réaliser que leurs paroles peuvent vraiment avoir des conséquences. J'ai raconté ça à des amis du lycée, et certains ont trouvé que c'était une blague cruelle, que laisser quelqu'un repartir en pensant avoir fait licencier une fille qui a besoin d'argent, c'était peut-être aller trop loin. Alors, est-ce que je suis en tort pour cette blague? Alors, honnêtement, je pense être en tort, non, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, personne n'est réellement viré. Par contre, c'est un truc qui peut faire du bien à l'ego, mais il y a vite des limites quand même à ça, parce que si le fameux client pense que la fille est virée et qu'il revient derrière et qu'elle est là et qu'à chaque fois c'est la même chose, bah, au bout d'un moment, les personnes qui font ces blagues auront plus l'air, je pense, ridicule que ce qu'ils voulaient initialement laisser paraître. Après, il est possible aussi que ces fameux clients ne reviennent plus dans le fameux café parce qu'ils sont extrêmement mal à l'aise. Je pense qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas... elle n'est pas en tort de faire ce genre de blague. Si ça lui fait de bien après un ras-le-bol, etc., vraiment, moi je suis grave ok avec ça. Mais je pense que ça a ses limites. Enfin, est-ce que c'est le genre de truc qui va rester dans la tête des clients? Je suis pas sûr. En vrai, ça pourrait leur servir de leçon, dans le sens où ils pourraient être amenés derrière à être plus gentils avec des personnes qui leur servent, des vendeurs, ce genre de métier. Ça pourrait faire une petite éducation là-dessus, mais je sais pas. Je trouve que ça a des limites. C'est bien joué, mais ouais, il y a... Comment dire le fond de ma pensée? Ça fait du bien à ceux qui font la blague, mais je pense que dans la finalité, ça ne sert pas forcément à grand chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Nouvelle histoire, et cette fois-ci quelque chose qui se passe pendant un dîner, je crois bien. Je suis infirmier praticien et je prends en charge une grande partie des grossesses à faible risque dans le cabinet où je travaille. Je collabore aussi étroitement avec les médecins et les sages-femmes pour assurer des grossesses, des accouchements et des postpartum dans les meilleures conditions possibles. Ma fiancée termine actuellement son internat. Nous vivons ensemble depuis plusieurs années. Nous ne sommes pas pressés de nous marier. Nous avions prévu de le faire il y a 2 ans, mais notre travail nous a complètement absorbés pendant un long moment. Nous nous marions finalement en juin. Félicitations. Mais cette situation rend mes parents, très religieux, littéralement fous. Leur plus jeune fils vit dans le péché selon eux. Personnellement, je m'en fiche. Je suis adulte, je vis comme je l'entends. Jusque-là, c'est ok pour moi. À Noël, nous sommes allés chez mes parents. Cette année, toute la famille était réunie dans la maison. Mes parents, mes 3 frères et sœurs, ma fiancée et 7 petits-enfants. 17 personnes autour de la table. Méga tablée. Pendant le dîner, ma mère commence à dire à quel point elle est soulagée que nous nous marions enfin et qu'elle ne sera plus humiliée à l'église. Mon père enchaîne en disant combien il est fier de mes 3 aînés, qui soit ont attendu le mariage pour vivre ensemble, soit se sont mariés presque immédiatement après avoir emménagé. Je voyais ma fiancée
s'enfonçait dans sa chaise, gêné, et moi je bouillonnais. Cette discussion stupide, on l'avait déjà eue trop de fois. Et là, elle explosait au beau milieu d'un dîner de famille. C'était la goutte de trop. Je leur ai pourtant répété des dizaines de fois qu'ils ne contrôlaient pas ma vie. C'est d'ailleurs pour ça que je ne dors jamais chez eux quand je leur rends visite, même seul. L'hôtel est bien plus simple. Alors, j'ai calmement changé de sujet. J'ai commencé à parler d'un bébé prématuré dont j'avais lu l'histoire récemment. Né avec presque 3 mois d'avance, à peine 720 grammes. Malgré tout, il était incroyablement fort, en bonne santé, et l'unité de soins intensifs avait bon espoir pour son évolution. Mes parents ont tous les deux figé. Tant pis, il ne fallait pas jouer avec les nerfs de ma fiancée. J'ai alors demandé des nouvelles de mon frère aîné. Lui aussi était né avec presque 4 mois d'avance. Est-ce qu'on pouvait ressortir l'album de famille, celui où sont notées toutes les naissances? Je savais parfaitement ce que j'allais y trouver parce que ma grand-mère me l'avait raconté. La toute première fois que mes parents avaient essayé de me faire la morale. Mon frère pesait plus de 4 kilos à la naissance et mesurait presque 58 cm. Le sujet a été changé à une vitesse spectaculaire. Après le dîner, mes parents sont venus me voir discrètement pour me dire que je n'avais pas à les embarrasser avec des choses privées qui ne me concernaient pas. Je leur ai répondu que si j'entendais encore une seule remarque sur ma façon de vivre jusqu'à la fin de ma vie, je me ferais un devoir de rappeler à chaque fois le fait que ma mère était déjà dans son 2e trimestre de grossesse quand ils se sont mariés. Aujourd'hui, mes parents sont furieux de ce qu'ils considèrent comme un manque de respect dans leur propre maison, mais ma fiancée, elle, est soulagée. Et surtout, ils n'ont plus jamais reparlé de notre vie commune. Ouais, ça c'est un peu le truc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça me fait penser à un truc qui n'a pas grand chose à voir, mais un peu quand même. C'est des parents qui peuvent reprocher à leurs enfants, admettons un ado de 16 ans qui fume, alors que eux-mêmes à 16 ans ont fumé. Je pense qu'il y aura plus ce truc de je te fais le reproche de faut pas faire ça, même si moi je l'ai fait, toi faut pas que tu le fasses, plutôt que d'avoir ce discours plus pédagogique peut-être, de dire ne le fais pas parce que tu vas rentrer dans quelque chose d'addictif, c'est mauvais pour la santé, etc. Un truc d'accompagnement où tu partages ton expérience, où tu dis moi j'ai compris ça et si je l'avais su je l'aurais pas fait, donc ne fais pas la même erreur que moi. Pas tu fais une erreur mais ne fais pas la même que moi parce que j'ai appris de cette erreur, donc je peux te donner l'apprentissage maintenant. Là, avoir un bébé hors mariage, c'est loin d'être une erreur. Mais eux ont ces valeurs avec leur religion, donc ils pourraient dire. J'ai l'impression que le narrateur, lui, est beaucoup moins pratiquant que ses parents. Donc il aurait pu avoir peut-être ces discussions de moi je n'ai pas le même sens de la religion que vous, et peut-être que ça aurait pu décanter les choses. Peut-être qu'il y a déjà eu cette discussion aussi par ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas impossible aussi. C'est d'ailleurs fort possible si le narrateur en arrive à un tel niveau de d'Okibu intérieurement, c'est fort possible que la conversation soit déjà arrivée souvent. Est-ce que le narrateur est fautif d'avoir ressorti ce genre d'événement? Non. Parce que selon moi, c'est un peu œil pour œil, dent pour dent, on te met dans l'embarras, t'es dans ton droit de mettre dans l'embarras en retour. Je trouve que ça se tient. Nous passons maintenant à une nouvelle histoire qui s'appelle Le mot de trop. Ce week-end, j'étais chez mon copain. Il est révisé pour ses examens, alors je me suis occupé de préparer le dîner. Très sympa, vraiment. J'ai fait des pâtes avec une sauce épaisse, des boulettes de viande et des légumes. Quand tout était prêt, je lui dis que le repas est servi, et là, il me répond. Je rigole parce que j'ai eu la réponse et c'est surprenant. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et là, il balance une insulte. Et celle qui partage l'histoire ajoute qu'il insiste énormément sur l'insulte. Tout de suite, ça m'a surprise, j'en ai eu la nausée. J'avais déjà passé une journée horrible au travail et ce mot déclenche chez moi des souvenirs vraiment lourds liés à des personnes ultra toxiques et abusives de mon passé. Sur le moment, j'étais tellement à bout que j'ai lâché le faitout de sauce que je tenais directement sur le sol. Et j'ai lâché. Et ben maintenant, il n'y a plus rien pour le dîner. Et je ne veux plus jamais t'entendre utiliser ce mot, ce n'est pas pour moi. Lui, il a complètement paniqué à cause de la sauce sur son tapis. Et il a carrément ajouté, là franchement, tu te comportes vraiment comme une... Je vois pas comment appeler ça autrement. Je n'ai rien répondu de plus. J'ai pris mes affaires, je suis sorti, je me suis acheté à manger toute seule et je suis allé dormir chez une amie. Elle a trouvé l'histoire plutôt drôle. Lui, en revanche, était dans une rage totale. Il m'a bombardé d'appels, de messages, de notes vocales pour m'expliquer que qu'est-ce qu'il y a à manger, c'était une tendance TikTok, qu'il avait juste répété une blague vue sur internet, que c'était censé être drôle. J'ai trouvé cette excuse totalement pitoyable, que ce soit une blague, un copier-coller, une tendance TikTok ou ce que vous voulez, le manque de respect, lui, est bien réel. Ce qui me rendait vraiment dingue, c'est que lui, il trouvait ça amusant de me rabaisser pendant que je lui rendais service. Je m'étais déplacé exprès pour lui préparer un repas maison pendant qu'il révisait, et monsieur décide que c'est le moment parfait pour faire de l'humour douteux. Alors,
j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, j'ai partagé une bouteille de vin avec mon ami et sa coloc, et je me suis coupé du monde pour la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des messages furieux de sa part. Il exigeait que je vienne nettoyer son tapis parce qu'il était trop occupé avec ses examens. J'étais choqué qu'il ait laissé la sauce tremper toute la nuit, c'est immonde. Un peu oui. Je lui ai répondu « Ah oui, c'est la taxe de la Laisse-moi tranquille jusqu'à ce que tu sois prêt à gérer ta propre bouffe et ton propre ménage parce que cette ne le fera plus. » Et c'est vraiment dégueulasse d'avoir laissé ça toute la nuit. J'aime bien parce que même si elle lui envoie un message énervé, elle lui dit quand même « Mais ça par contre c'est dégueulasse, t'aurais dû gérer. » Il m'a appelé pour me dire qu'il était parfaitement capable de faire ses tâches ménagères tout seul, mais que c'est moi qui avais jeté la casserole, donc que c'était à moi de nettoyer. Je lui ai répondu « Non, je ne suis pas à l'aise de faire des corvées pour quelqu'un qui me traite comme ça. » Il a recommencé avec son excuse de la tendance TikTok, et là j'ai explosé. Très bien, moi je lance une nouvelle trend qui s'appelle le sauçage. C'est un petit délire où pour rigoler, on balance de la sauce partout, et t'as pas le droit d'être en colère. C'est juste une tendance, un petit prank, une blagounette. Il est devenu fou de rage et il a raccroché. Maintenant, je me demande très sérieusement si cette fameuse blague TikTok ne va pas être la fin de la relation. Alors voilà, est-ce que j'étais en tort dans ma réaction quand mon copain m'a demandé « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Il y a une petite mise à jour derrière, mais déjà on va juste réagir à l'histoire de base. Sincèrement, le truc d'une blague avec une tendance comme ça, c'est que si la personne elle est pas au courant, elle va pas prendre ça pour une blague, elle va juste prendre ça pour une insulte. Donc de mon point de vue, je considère que peut-être que le fait de renverser la sauce était quelque chose d'extrême. Après de ce qu'elle dit, c'est pas qu'elle l'a fait sciemment, c'est que ça a réveillé des souvenirs en elle, elle a été extrêmement sous le choc et elle a lâché le truc à cause du choc. Elle s'est pas dit je balance le machin par terre parce que je me suis fait insulter. Je pense que la nuance est importante là-dessus et l'inquiétude qu'a cette fille par rapport à sa relation en se disant est-ce que cette blague va être la fin de notre relation. Je trouve ça un peu biaisé parce que à mon sens, si fin de relation il y a, ce sera pas nécessairement parce qu'il y a eu la blague. La blague a déclenché d'autres trucs. Mais déjà, voir que ce mec-là est juste incapable de s'excuser, de se remettre en question, de se dire « Ah, tu connaissais pas la blague, bah je suis désolé, je pensais que tu connaissais, que tu l'avais vu et que t'allais rigoler. C'est pas le cas, je suis sincèrement désolé. » Et elle aurait sûrement accepté ses excuses et ils auraient nettoyé ensemble directement. Il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé derrière. Et c'est pas parce que d'autres personnes ou que c'est une tendance, etc. le font que ça pardonne si la personne en face le prend mal. Je vais faire un parallèle très extrême. Admettons, il y a une tendance TikTok, c'est faire semblant de frapper son chat. Bah, si je le fais avec le mien, beaucoup diraient mais tu lui fais peur, etc. À raison. Et je pourrais trouver l'excuse de dire non mais c'est une tendance TikTok, machin. Oui mais les faits sont là, le mal est fait quand même. Que ce soit une tendance ou pas, d'ailleurs il y a des tendances sur les réseaux des fois, généralement ça s'essouffle assez vite, mais où le principe c'est de sexualiser à mort ou d'humilier. Je sais pas si vous avez vu cette tendance là où le truc c'était... on demande à quelqu'un de nous filmer et au bout d'un moment on inverse la caméra et du coup on filme la personne et ça avait fait un peu polémique je crois parce que beaucoup de personnes utilisent cette tendance là pour se moquer et les gens répondent non mais c'est une tendance, c'est normal, c'est pour suivre les trends alors que bah, derrière il y a quand même des êtres humains aussi qui peuvent ressentir des choses par rapport à tout ça. Là on est typiquement là-dedans, je pense que la narratrice a raison d'avoir mal pris ce qui lui a été dit, en plus ça réveille des souvenirs par rapport à son passé. Que le copain soit au courant ou pas, ça ne nous regarde pas. Et d'ailleurs, elle en parle dans la mise à jour derrière. Mais quand il a vu qu'elle ne réagissait pas par l'humour, il aurait dû s'excuser, je pense, tout de suite. Et donc, on a la mise à jour. La narratrice a reçu un commentaire et du coup, elle réagit par rapport au fameux commentaire. Le commentaire, c'était « Mais est-ce que tu lui avais dit avant que tu n'aimais pas être appelé comme ça? Comment aurait-il pu le savoir ?» C'est un commentaire un peu débile, honnêtement. Parce que l'insulte, vous l'avez peut-être pas deviné, mais c'est en gros... bon, je vais éviter la démonétisation de YouTube, mais le copain a comparé la narratrice à quelqu'un qui vend son corps contre de l'argent. Et généralement, je crois pas que la majorité des femmes considèrent qu'être appelée comme ça, c'est un compliment. Et justement, la narratrice dit que honnêtement, si quelqu'un arrive à l'âge de 30 ans sans avoir compris que les femmes, en général, n'aiment pas qu'on utilise des insultes dégradantes à leur sujet, alors cette personne est au-delà de toute aide. C'est vrai. Ce n'est pas quelque chose qui devrait avoir besoin d'être expliqué. Je ne devrais pas avoir à passer ma vie à dire « Au fait, juste au cas où tu te poserais la question, je n'aime pas qu'on m'insulte en tant que femme. » Et pour ceux qui s'apprêtaient à écrire ce genre de commentaires, je vais être parfaitement clair. Les femmes n'aiment pas être traitées de « par les hommes. N'appelez pas les femmes comme ça. Si vous aviez besoin qu'on vous le dise pour comprendre que c'est malveillant, considérez que c'est maintenant fait. Vous n'avez plus aucune excuse. » Après, au-delà de le dire, c'est surtout une question, je pense, d'éducation. Je pense que
que ce soit entre hommes, entre femmes, dans les relations hommes-femmes. Il y en a avec qui on peut accepter, je crois, d'être insulté, mais la signification change. Moi, j'ai des potes avec qui des fois on peut s'insulter, mais on sent qu'il y a une forme de gentillesse dans le truc. On prend pas du tout ça comme une insulte. Mais après, on fait aussi attention aux insultes qui sont utilisées. Ça reste des insultes gentillettes, si je peux dire ça comme ça. Il y a des termes, par contre, même dit sur le ton de l'humour, ça sonne beaucoup trop impactant, beaucoup trop lourd. Et surtout, je rebondis vite fait sur ce que je dis sur le fait qu'on peut s'insulter entre potes et tout. Il y a souvent un contexte à la chose. Il y a déjà une situation d'humour. Là, dans la situation de la narratrice, pas du tout. Le mec révisé, elle a fait à manger et il lui sort, qu'est-ce qu'on mange? Bam, direct. Il n'y avait pas une situation où ils étaient dans un jeu en train de s'insulter les deux, etc. Non, loin de là. Donc pour résumer, est-ce qu'elle est fautive dans l'histoire? Je ne pense pas. Est-ce que l'histoire aurait pu s'arranger très rapidement? Oui, si lui avait pris conscience de la chose et qu'il s'était excusé tout de suite. Je pense que c'est aussi simple que ça. Vous, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous auriez plutôt eu tendance à avoir la même réaction que la narratrice, ou alors vous comprenez le fait qu'elle n'a pas eu la ref, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, on passe à autre chose. Dites-moi, je suis assez curieux de voir un peu les différences d'avis qu'on peut avoir là-dessus. Parce que mon avis, bien sûr, je le précise, c'est mon avis, c'est pas l'avis qui prédomine sur tous les autres. Peut-être qu'il y aura des personnes dans les commentaires qui auront des points de vue qui pourraient être vachement intéressants, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Le jour où il n'était pas là. J'ai une sœur qui a 6 ans de plus que moi. Depuis des années, mes parents m'annulent des choses au dernier moment à cause d'elle. J'ai un match de basket? Désolé, ta sœur ne se sent pas assez bien pour sortir. On me remet mon diplôme? Désolé, ta sœur a passé une mauvaise journée au travail. Ils ont raté des événements majeurs de ma vie, mais aussi des moments plus petits, plus discrets, toujours à cause de ces crises. Puis, j'ai rencontré l'amour de ma vie. On a décidé de se marier. Dès le début, j'ai dit à mes parents que j'avais peur que ma sœur gâche encore un moment important. Ma mère m'a juré encore et encore que cette fois, ça n'arriverait pas. On sent venir le truc. Le jour de mon mariage, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Il ne pourrait pas venir parce que le chien de ma sœur était malade et qu'elle était bouleversée. J'étais anéanti. Tu m'étonnes. Mon témoin, lui, est un grand blagueur. Il a pris mon téléphone, est allé voir ma fiancée et m'a demandé s'il pouvait poster une vidéo de notre mariage sur les réseaux comme un cadeau. Elle a trouvé l'idée géniale. Je n'ai découvert la publication qu'une fois rentré. On était parti en lune de miel, dans une cabane au bord d'un lac, sans réseau. La légende de la vidéo disait « Mon meilleur ami, un homme exceptionnel, même si ses parents ne se sont jamais déplacés pour lui. » La pique est réelle là. La vidéo était composée de photos. Nous à côté des parents de ma femme, moi sur la piste de danse, le moment où on coupe le gâteau, tous ces instants où, normalement, on voit aussi les deux parents sur les photos. En fond sonore, on entendait le message vocal de ma mère expliquant qu'il ne viendrait pas à cause du chien de ma sœur. Une semaine plus tard, je rentre chez moi, j'avais des centaines de messages. Des membres de la famille des deux côtés m'imploraient de supprimer la vidéo. On m'a dit que ma sœur n'arrêtait pas de pleurer, que ma mère refusait de sortir de chez elle. Peut-être que je suis l'enfoiré dans cette histoire. Je n'ai pas supprimé la vidéo en voyant les messages. Je n'ai pas rappelé ma famille tout de suite. J'ai attendu la fin de mes congés. J'ai profité de mon temps avec ma femme, dans notre nouvelle maison, avant de contacter qui que ce soit. Mon père m'a appelé, il m'a demandé de supprimer la vidéo. Il a dit que ce n'était qu'une mauvaise soirée, qu'il se rattraperait auprès de moi et de ma femme pour leur absence. Je lui ai répondu, tu comptes rattraper comment mon mariage? C'est censé n'arriver qu'une fois dans une vie. Tu as sciemment ignoré ce que je ressentais. Il a simplement répété qu'il allait se rattraper. Alors je lui ai dit, je retirerai la vidéo le jour où tu auras réparé le fait d'avoir manqué mon mariage. On a raccroché tous les deux, à bout de nerfs, avant de dire des choses qu'on aurait regrettées. Aujourd'hui encore, je me demande, est-ce que j'ai eu tort? J'aurais pu simplement supprimer la vidéo. Alors, mon avis. Par rapport à tout ce qu'on sait, non, aucune raison de supprimer la vidéo. Encore ne pas venir à un match de basket parce que la sœur est malade, pourquoi pas? On parle d'un mariage. Il y a quand même des gens qui peuvent être proches, qui se rendent à des mariages, alors que récemment ils ont traversé la perte d'un membre de leur famille, mais ils viennent parce qu'ils savent que leur présence compte pour le proche qui se marie. Ils essayent de passer un bon moment. L'objectif quand on va à un mariage, c'est pas soi, c'est d'être là pour la personne qui se marie, qui nous a invités. Là, les parents même ont décidé de passer outre tout ça. Donc pour moi, le narrateur est complètement dans son droit. Et en plus de ça, je me dis, on est dans quelle folie pour se dire qu'on va rattraper notre absence à ton mariage. C'est le genre de truc que tu ne rattraperas jamais. Parce que sur le film du mariage, les photos, etc., les parents ne sont pas là. À ce moment précis que les mariés n'oublieront jamais, c'est impossible qu'il y ait à un moment donné les parents. C'est culotté de dire on se rattrapera. T'as pas loupé un repas de famille, t'as loupé un mariage. C'est extrêmement grave,
je trouve. Mesdames et messieurs, j'avais d'autres histoires dans ma liste, mais je pense que je vais m'arrêter là. On a vu déjà beaucoup d'histoires, on a beaucoup discuté, et puis c'est un peu un format test, hein, voir un peu si ça vous plaît, voir si vous trouvez un peu que ce système de discussion fonctionne, avec aussi ce nouveau décor. Je sais pas encore en termes de qualité comment ça va rendre, ça je le verrai au montage, donc après la vidéo. À tout moment la vidéo sortira pas parce que je me dirais que la qualité est dégueulasse. J'espère que c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un excellent moment en regardant cette vidéo, en écoutant ces petites histoires qui peut-être vous-même vous ont rappelé des souvenirs, où vous vous êtes dit est-ce que j'ai eu tort de faire ça? C'est une question très humaine, je trouve, parce qu'on se la pose tous à un moment donné. Est-ce que j'ai eu tort ou raison d'agir comme je l'ai fait? Et c'est parfois en se confiant qu'on se rend compte qu'effectivement on a eu raison, ou alors qu'il y a peut-être eu aussi des choses un peu conflictuelles de notre côté. Ça permet de se remettre en question, d'évoluer, c'est toujours positif, je pense. Donc vous, dites-moi en commentaire à chaque fois par rapport aux histoires ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de la personne, est-ce que la personne a bien réagi? Ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de voir tout ça. Sur la vidéo sur les vengeances, vous aviez été assez nombreux à dire « Ah bah cette personne-là, bien joué parce que vraiment belle vengeance ». D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir, vraiment les histoires sont assez incroyables, vraiment. Je vous mettrai le lien, je sais pas si je peux le mettre sur la vidéo directement ou je le mettrai en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous plaît. Si jamais vous voulez voir ce qu'il en est. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir en laissant un j'aime, en vous abonnant à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram @KenTV que je vous affiche quelque part pour suivre un peu mon univers en dehors de YouTube. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin qui change un peu, qui est beaucoup plus posée. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Ken. Salut!